Pour cette deuxième partie, on va la faire elle-même en deux parties. Je me présente, je m'appelle Olivier Grisel. Je travaille à l'INRIA, notamment avec Michael Eichenberg qui va présenter la deuxième partie. Et cet été, on a eu la chance de pouvoir participer à la Deep Learning Summer School. C'était un programme qui a duré une dizaine de jours où il y avait 3 présentations par jour par des chercheurs du domaine, plus des petits ateliers. Et donc on a décidé de vous faire une sorte de résumé, une sélection on va dire des points qui nous paraissaient les plus intéressants de manière assez arbitraire. Donc moi je vais faire une première partie, je vais rappeler un peu globalement le contexte du deep learning très rapidement. Et ensuite je vais me focaliser sur la partie des développements qui ont été faits sur les mécanismes attentionnels et sur le raisonnement avec les réseaux de neurones. Michael va faire une partie plus sur les modèles génératifs et à la fin on vous donnera les pointeurs sur toutes les slides et les vidéos de la Deep Learning Summer School qui ont été enregistrées si vous avez envie d'approfondir par vous-même. Donc ça c'était des slides que j'ai présentés la semaine dernière à un autre meetup. Je sais qu'il y en avait qui y étaient, désolé. Voilà. Le deep learning, c'est un buzzword, c'est des vieux concepts qui sont remis au bout du jour, surtout depuis 2006 où on arrive à apprendre des modèles plus profonds qu'auparavant. Donc c'est des réseaux de neurones. Hein. Le problème c'est que tout le monde a tendance à se focaliser sur le moneurone alors que c'est pas vraiment ça qui est important. C'est plus le côté important des architectures de deep learning, c'est le côté profond, donc une séquence de modules différenciables qui sont combinés les uns aux autres et qui impliquent des non-linéarités entre les différents modules et que l'ensemble puisse être appris, optimisé pour capturer la structure statistique d'un dataset en utilisant des paires d'input-output et on apprend un mapping entre un espace d'entrée et un espace de sortie et de manière à généraliser sur des nouvelles datas. Dans les années 90, on avait déjà des modèles de deep learning, notamment avec les travaux de Yann Lequin chez AT&T. Notamment avec des modèles convolutionnels pour la vision. Donc les modèles convolutionnels, c'est chacun de ces petits éléments de calcul qui se trouvent dans la première couche, par exemple, va utiliser en vert en entrée les données d'un fragment de l'image. Enfin, de l'image en entier, c'est le vert. Donc là on a des pixels qui sont en noir et blanc 0 ou 1 et on va appliquer un kernel de convolution, donc c'est le kernel orange qui a lui-même des poids qui sont en rouge et on va multiplier les poids avec les valeurs de l'image et faire la somme et du coup calculer les activations de la couche intermédiaire sur lesquelles on va ensuite appliquer des non-linéarités et on va faire ça plusieurs fois avec plusieurs kernels en parallèle et on va pouvoir retrouver des représentations intermédiaires qui sont utiles pour capturer des invariances de l'image. Pour faire de la classification. Donc à l'époque, ce qui marchait, c'était principalement pour faire de la reconnaissance optique de caractères. Pour faire de la vision générale de la computer vision de manière plus générale, c'était difficile, enfin ça marchait pas. Voilà, il y a des exemples sur les reconnaissances de caractères dans l'échec et on voit que en fonction de l'input, la sortie, il prédit 2, ensuite 4 et ensuite 12 au début, 2, 4 et 21. Donc, ouais. Donc cette architecture-là, le point commun, c'est qu'on a vraiment une séquence de fonctions qui va apprendre des mappings d'espaces différents et chacune de ces fonctions, donc F1, F2 et F3, va prendre à la fois les activations de la couche précédente et des paramètres et va potentiellement faire une opération non linéaire là-dessus pour calculer l'activation de la couche suivante. Et ces paramètres, on va pouvoir les optimiser pour apprendre un mapping entre nos deux espaces de départ et d'arrivée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite généraliser. Pourquoi le deep learning a tant de succès, est devenu un buzzword récemment? C'est parce qu'il s'est, pour certaines raisons que je vais parler un peu plus tard, il a permis d'avoir des succès dans des domaines d'application très différents.
Donc notamment à partir de 2009, ça a été beaucoup utilisé pour atteindre l'état de l'art et même le dépasser dans les modèles acoustiques pour la reconnaissance de la parole. Ensuite, sur des domaines de computer vision un peu plus génériques, par exemple pour classifier des panneaux de circulation pour éventuellement des voitures automatiques, donc en 2011. En 2012, on a encore eu des succès supérieurs sur des problèmes plus génériques de computer vision qui sont la catégorisation d'objets, une image principale avec un objet principal, et il faut trouver la classe de l'objet principal. En 2013-2014, la reconnaissance de la parole a encore été améliorée, cette fois-ci avec des réseaux de neurones qui font presque l'ensemble de la pipeline, donc du signal quasiment brut, une transformation à assez bas niveau, jusqu'à la phrase en texte. Et donc pas seulement le modèle acoustique, mais aussi le modèle de langue éventuellement. Et plus récemment encore, on voit que des réseaux de neurones peuvent être appliqués directement pour faire la traduction d'une langue à d'une autre. Du coup, donne, comme Charles l'a présenté précédemment, des bonnes briques de base pour essayer de faire des modèles qui comprennent vraiment le sens d'un texte de manière plus générale. Typiquement, le genre de modèle état de l'art pour la vision, on a celui de Google qui a été entraîné sur le dataset standard de vision ImageNet, qui a plus d'1 million d'images avec 1 millier de classes possibles. Et donc là, les derniers modèles sont de l'ordre de 5% de taux d'erreur si on autorise le modèle à faire un choix parmi 5 valeurs possibles. Enfin, on lui donne 5 choix possibles et on lui dit qu'il est correct si la bonne valeur se trouve parmi ces choix. Et ces modèles-là sont déjà en production, notamment dans Google Photos, pour pouvoir faire de la recherche sur les photos que vous prenez avec votre smartphone sous Android. Donc, si vous prenez une photo de pont, par exemple, et vous tapez bridge, vous allez trouver toutes les photos de pont que vous avez pris dans le passé avec votre téléphone. C'est des modèles qui peuvent avoir plusieurs millions de paramètres, même plusieurs centaines de millions de paramètres dans certains cas. Donc on voit que ça devient vraiment des modèles très complexes, donc, qui ne sont plus vraiment les réseaux de neurones des années 90. Encore plus récemment, donc ça a été appliqué pour des problèmes qu'on ne pensait pas trop pouvoir adresser avec des modèles de machine learning traditionnels. Par exemple, pour essayer de générer un mapping entre une image et une description en anglais de ce qui se passe dans l'image. Donc là, c'est les exemples où ça marche sur un modèle d'état de l'art, c'est celui de Stanford, je crois. Il n'est pas vraiment état de l'art. Mais bon. Donc là, on a man in black shirt is playing guitar, construction worker in a range safety vest is working on road, 2 young girls are playing with Lego toys. Bon, il fait quelques petites erreurs. Des fois, il fait des erreurs beaucoup plus catastrophiques. Mais donc, on voit que les espaces de départ et d'arrivée peuvent être très différents et ça donne, on va dire, un caractère impressionnant au réseau de neurones, et c'est peut-être pour ça, entre autres, que le deep learning est très à la mode en ce moment. Donc pourquoi ça marche maintenant et que ça ne marchait pas plus tôt? La principale différence avec les années 90, c'est qu'on a beaucoup plus de labels, c'est-à-dire de données annotées avec des classes ou des annotations riches, et qu'on a en plus la possibilité de les traiter sur des infrastructures de calcul, notamment on a maintenant des meilleurs processeurs avec des instructions vectorielles, donc processeurs standards avec une librairie classe bien optimisée, mais surtout des GPU, donc notamment avec le framework CUDA de NVIDIA, qui sont utilisés par la plupart des frameworks de machine learning, de deep learning. Et grâce au fait qu'on a les données et on a la possibilité de développer des modèles plus gros, ça a permis de découvrir des améliorations sur les algorithmes. C'est-à-dire que les algorithmes des années 90 sont plus vraiment état de l'art parce que, comme on a pu faire beaucoup d'expérimentations, on a trouvé des meilleurs hyperparamètres, des meilleures architectures. Il faut toujours garder quand même quelque chose en tête, c'est que dans beaucoup de situations, les modèles de deep learning ont besoin de plus de données que les modèles traditionnels.
Donc là, c'est une expérimentation qui a été faite par Alex Crawford, où il a essayé de faire, par exemple, la prédiction de sentiments et la prédiction de helpfulness sur du texte. Donc helpfulness, c'est dans les commentaires Amazon, vous pouvez dire si une review est utile ou pas. Donc c'est une tâche de régression puisque c'est une valeur continue. Alors que le sentiment, c'est de la classification polaire, donc positif ou négatif. Et donc là, on voit qu'une logistique régression traditionnelle sur des TF et des F, donc des features traditionnelles pour faire de la classification de texte, va avoir son score qui va s'améliorer, c'est la ligne bleue, quand on augmente la taille du dataset d'entraînement. Et que surtout au début, quand on a peu de données, il va avoir un relativement bon score par rapport à un modèle plus compliqué, c'est un réseau récurrent. Alors que quand on a vraiment beaucoup de données, donc plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'exemples, là le réseau de neurones va pouvoir affiner ses prédictions au-delà de ce qui est capable de faire un modèle linéaire traditionnel. Et on a le même genre de comportement avec un croisement aussi lors de plusieurs centaines de milliers d'exemples pour la tâche de régression. Donc il faut avoir ça en tête, et puis il faut aussi avoir une deuxième chose en tête, c'est que ça prend beaucoup plus de temps de calcul d'apprendre des réseaux récurrents sur ces datasets que des modèles linéaires. Donc c'est pas non plus une formule magique. Donc justement, je vais vous en parler un peu plus en détail des modèles récurrents, puisqu'ils sont nécessaires pour introduire le concept de mécanisme attentionnel. Les réseaux récurrents, c'est une sorte de généralisation des réseaux traditionnels feed-forward. Donc comme les réseaux de computer vision, on va partir d'une image et on va essayer de prédire une classe, par exemple, parmi un nombre de choix possibles. Donc on a une représentation fixe en entrée avec un nombre de pixels fixe ici et un nombre de classes fixes aussi en sortie. Si jamais on veut faire traiter des données qui ont des tailles variables, soit en entrée soit en sortie, on est obligé d'adapter l'architecture. Donc par exemple, si on a une image et qu'on veut essayer de prédire une description en anglais, le nombre de mots qui va décrire l'image va être variant en sortie. Et donc pour pouvoir faire ça, on va autoriser le réseau à faire des prédictions séquentielles. Et du coup, il va, à partir de son état intermédiaire, va pouvoir prédire une nouvelle version de son état intermédiaire et des sorties pour chacun de ces états intermédiaires. Donc ici, chacune des flèches, là, elle est paramétrée par une matrice de paramètres. Et on va faire de la descente de gradient traditionnelle en déroulant, grosso modo, sur la dataset autant de fois que nécessaire cette relation récurrente. Donc en fonction de la taille des exemples. Si le mot de sortie, si la phrase de sortie a 3 mots, par exemple, on va dérouler ça sur 3 étapes. Calculer un update de gradient, sachant que les poids de la flèche verte ici sont toujours les mêmes. Donc on va le modifier pour un exemple donné 2 fois, en l'occurrence ici. Donc on peut avoir l'opération inverse. Donc many to one, ça va être par exemple, si on veut faire la classification de sentiment d'une phrase en anglais, le nombre de mots dans la phrase en entrée peut changer. Par contre, la polarité c'est 0 ou 1, c'est fixe. Donc il n'y aura qu'une seule sortie. Si on veut traduire une phrase d'une langue dans une autre, le nombre de mots en entrée n'est pas forcément le même, par exemple en anglais jusqu'en allemand. Par contre, pour certaines tâches, on peut avoir le même nombre d'entrées que de sorties. Par exemple, si on fait du post-tagging, du part-of-speech tagging pour faire du Natural Language Processing. Donc voilà, on a toute la souplesse. Les RNN nous donnent la souplesse de modéliser naturellement des données de taille variable. Bon, bah donc ça c'est toutes les applications dont je parlais précédemment. Une application dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, enfin si un petit peu, donc la reconnaissance de la parole, où là vraiment les RNN sont de plus en plus utilisés. Et plus récemment, certaines équipes essayent de faire de la synthèse vocale avec des RNN aussi. Et aussi, de manière assez récente, les réseaux récurrents sont utilisés pour essayer de modéliser la structure des séquences biologiques, typiquement l'ADN ou les séquences de protéines. Moi, je vais peut-être passer parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Juste, si vous êtes intéressé par les RNN, regardez le blog post d'André Scarpati qui présente ça en plus de détails, notamment avec des exemples de modélisation de la langue au niveau des caractères. Donc des séquences de caractères, on essaie de prédire le caractère suivant.
je passe tout ça, même si c'est drôle. Et maintenant, je vais me focaliser sur les mécanismes intentionnels. Donc les slides suivants ont été volés depuis les présentations de la Deep Learning Summer School. Je crois que ça c'était la présentation de Philippe Lamussin. La première fois qu'on a eu un modèle de réseau de neurones qui a fait de la traduction de manière vraiment convaincante, c'était le modèle Sequence to Sequence de Yatsuki-Skeever en 2014, je crois. Et grosso modo, il a utilisé une représentation du dataset où on a la phrase d'entrée de la langue de départ et la phrase de la langue de sortie qui sont concaténées avec un symbole spécifique qui dit que c'est la fin, c'est la séparation entre les deux. Et on va les faire passer en entrée du réseau de neurones. Et on va avoir la possibilité d'avoir une couche cachée à deux niveaux, enfin avoir une profondeur dans l'architecture du réseau de neurones avant d'essayer de prédire la sortie là-bas. Et donc on va faire rentrer toute la phrase en entier dans le réseau de neurones séquentiellement. Mais on ne va pas calculer quoi que ce soit à ce moment-là, on n'essaie pas de calculer de sortie pendant cette période-là. Par contre, dès qu'on a le symbole de fin de phrase d'entrée, là, le réseau de neurones, on va regarder la sortie, ce qu'il est en train d'essayer de prédire. On va prendre le mot qui prédit, sur lequel il donne le meilleur score, et on va lui remettre en entrée. Et on va prendre le mot suivant, et ainsi de suite. Et il va prédire jusqu'à un moment qu'il a fini de traduire, c'est le slash S qui veut dire je pense que la phrase se termine à ce moment-là. Et donc ça, c'est au moment où il va faire des prédictions. En apprentissage, on va forcer la vraie solution et on va lui inciter à maximiser la vraisemblance de cette phrase-là. Et on va faire la descente de gradient sur ce critère-là. Donc ça, c'est un premier modèle qui a donné des résultats assez convaincants. Mais il peut avoir des petits problèmes, notamment parce que, bon là en l'occurrence, c'est pas exactement ça qu'il fait, puisqu'il change l'ordre entre la phrase d'entrée et la phrase de sortie. Mais pour certaines paires de langues, les mots n'ont pas la même structure d'ordre. Par exemple, en allemand, les verbes sont souvent à la fin de la phrase, et du coup la relation sujet-verbe-objet est souvent transformée en allemand avec sujet-objet-verbe par exemple. Et le réseau de neurones va devoir mémoriser dans son état intermédiaire, qui est celui qui est là au moment où il a ce symbole-là. Il doit avoir toute l'information pour tout redécoder dans un ordre qui est différent. Donc ça, on se dit que c'est un peu dur, puisqu'il a une taille de vecteur fixe, et qu'il doit se débrouiller avec ça. Donc pour lui donner plus de souplesse, des chercheurs de l'Université de Montréal ont pensé à introduire un mécanisme intentionnel. À l'époque, ils parlaient de mécanisme d'alignement, où au lieu de décoder toute la phrase avec le dernier état de la phrase d'entrée, on va garder en mémoire toutes les activations des différents mots d'entrée. Et au moment où on va commencer à décoder le premier mot qui correspond à ce symbole-là, il va pouvoir choisir de combiner les vecteurs qui ont été calculés pendant l'encodage de la phrase. Et donc, pour faire cette combinaison, le réseau de neurones va choisir lui-même de donner des poids à chacun de ces éléments. Et donc là, par exemple, pour prédire le premier mot, il va utiliser le premier plus, c'est-à-dire qu'il va faire une combinaison linéaire avec des poids. Et on voit qu'il va donner beaucoup d'importance à ce mot-là, chien. Il se dit, ça c'est le mot le plus important pour démarrer la traduction. Et il va aussi donner un petit peu de poids à les. Donc c'est les chiens qui va être utilisé pour traduire le mot dogs en anglais. Ensuite, une fois qu'il a traduit le premier mot, il va redemander à son mécanisme intentionnel, donne-moi les poids pour traduire le mot suivant. Et là, on voit que pour le mot suivant, il va utiliser M et il va traduire par love. Et ainsi de suite. Donc ça va lui donner la souplesse de mémoriser, d'avoir une mémoire de travail de taille variable qui dépend de ce qu'il est en train de faire, et de se focaliser successivement sur les différents éléments de cette mémoire pour pouvoir faire le décodage sans oublier des détails, même en changeant l'ordre. Donc là, on peut utiliser des traces d'exécution de ces modèles pour regarder comment il a fait l'alignement. On peut regarder les poids du mécanisme intentionnel pour voir l'alignement, et on voit que dans certaines paires de langues,
on a ce genre d'inversion. Et quand les phrases sont très longues et que les inversions se font du début à la fin, ce genre de modèle a beaucoup plus de souplesse et donc est capable de capturer de traduire de manière plus correcte des phrases très très longues. Donc c'était ça qui a motivé, on va dire, initialement la notion d'attention. Mais on voit qu'en fait c'est une structure beaucoup plus générique. Bon, alors il y a des résultats comme ça. Je vais passer un peu plus vite, sinon on va passer trop de temps. Mais on voit que ça peut être décliné quasiment le même algorithme. Peut utiliser, au lieu d'utiliser une mémoire d'une séquence d'entrée, on va utiliser la mémoire des activations intermédiaires de convolution. Donc là, ça sera une mémoire spatiale en 2 dimensions. Et au moment où on va essayer de décoder la phrase qui décrit l'image en entrée, le mécanisme intentionnel va pouvoir se focaliser sur différentes régions de l'image, les régions spatiales. Et on peut, au moment où on décode le mot frisbee, par exemple, regarder sur quelle partie de l'image le mécanisme intentionnel a choisi de se focaliser. Et on voit qu'il y a vraiment les pixels qui correspondent au mot frisbee qui sont mis en évidence. Ce qui est important de garder en tête, c'est que le mécanisme attentionnel lui-même, il est paramétré avec des poids comme le reste des autres couches. Et il est aussi appris avec la même descente de gradient que traditionnellement. Donc on n'a rien changé à l'algorithme, c'est juste l'architecture du réseau qui a changé. Ça, je crois que je vais passer. Parce qu'on va pas avoir le temps. Par contre, je vais vous parler des résultats un peu plus récents sur l'utilisation de ce genre de mécanisme intentionnel pour faire du raisonnement de manière plus générale, et notamment pour des tâches de questions-réponses. L'année dernière, une équipe de Facebook a introduit un dataset synthétique qui s'appelle Baby, je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme exactement, où on a des agents qui sont nommés, qui sont dans un environnement virtuel qui est décrit par des mots en anglais, et qui vont faire des actions dans un ensemble d'actions possibles, samplées de manière aléatoire, et on va enregistrer une description en anglais de ce que font ces agents. Et toutes ces descriptions d'évolution de ces agents vont être enregistrées pour faire un dataset d'événements, on va dire. Les événements sont découpés en plusieurs étapes, donc une séquence de description, et à chaque fois on a une ou plusieurs questions et une réponse attendue, puisque vu qu'on contrôle le mécanisme génératif, on sait la bonne réponse. Pour répondre à ces questions, dans la plupart des cas, il faut être en mesure de se focaliser sur... Il faut raisonner sur plusieurs phrases en entrée. Par exemple, la dernière, donc Mary journeyed to the den, Mary went back to the kitchen, John journeyed to the bedroom, Mary discarded the milk. Where was the milk before the den? Pour répondre à cette question, d'ailleurs c'est bizarre celle-là. Il n'y a pas la deuxième aussi ne permet pas de conclure. Bon bref, il y en a plein où on est obligé d'avoir une représentation mentale, on va dire, des différents éléments et de leur séquence d'interaction pour pouvoir répondre à la question. Donc il y a vraiment besoin de faire une sorte de raisonnement, même si la complexité du vocabulaire est très très faible, puisque le nombre de mots est limité à quelques dizaines, je pense. Mais pour pouvoir répondre à la question, il faut être capable de se focaliser sur différentes parties de la description de manière séquentielle. Donc, pour résoudre ce genre de problème, l'équipe de Facebook a introduit les End-to-End Memory Network, qui avait une première génération avant. Mais ce qui est intéressant dans ces architectures-là, c'est qu'on retrouve le même genre de concept que des mécanismes intentionnels qui étaient utilisés pour la traduction, où on va avoir une représentation, un embedding de la question, une représentation des différentes phrases ou des différents mots des différentes phrases de la description de ce qui s'est passé dans l'événement. Et le réseau de neurones va pouvoir, en fonction de paramètres, choisir quels sont les mots qui sont les plus importants pour répondre à la question, donc calculer des poids, et qui vont ensuite être
sommet pour retrouver une nouvelle représentation intermédiaire, et qui va être ensuite combiné avec la représentation de la question, et on va faire une deuxième étape, et on va faire ça plusieurs fois. Donc là, ça c'est un des blocs de l'architecture de droite. Donc c'est une architecture relativement profonde. Je ne sais pas si j'ai mis... Ouais, donc là c'est une trace d'exécution. Dans le dataset initial, on avait aussi l'information de, pour répondre à cette question-là, il faut utiliser cette phrase-là, en plus de la vraie réponse. Dans certains cas, les modèles utilisent cette information-là pour apprendre le réseau de neurones. Dans d'autres cas, c'est optionnel d'utiliser cette information-là. Là, pour répondre à cette question, donc on voit qu'il y a juste besoin d'avoir cette phrase-là. Le modèle se focalise au début, il hésite un peu, puis après, sur les deux dernières couches de raisonnement, on voit qu'il se focalise à fond et qu'il ignore quasiment toutes les autres phrases de la description. Par contre, pour cette question-là, elle est beaucoup plus complexe. Parce qu'il faut ignorer ça et ça sert à rien. Mais il faut séquentiellement comprendre l'interaction de ces trois phrases, et on voit que le modèle est capable de se focaliser séquentiellement sur ces trois éléments. Et qui prédit la bonne réponse. Lors de la Deep Learning Summer School, il y avait aussi Richard Socher qui a présenté les travaux qu'ils ont fait à MetaMind. Et ils ont fait une architecture qui est très très similaire. Je ne me rappelle plus exactement des différences. Et ils ont des résultats très très similaires à ceux de Facebook. Ce qu'on peut remarquer par contre, c'est que certaines tâches, positional reasoning et pathfinding, ont des scores relativement faibles. Très loin de 100%, ouais. Enfin, l'ordre de 65% max pour positional reasoning, et pathfinding qui est moins de 36%. Si on regarde un peu à quoi ça correspond, ces deux tâches, pathfinding, on a des descriptions des positions relatives de lieux, et on demande de générer un chemin pour partir d'un lieu à un autre. Et du coup, il faut combiner forcément plusieurs résultats pour pouvoir répondre à cette question. Positional reasoning, on a des objets qui sont placés relativement les uns aux autres, et ensuite il faut répondre par oui ou non à une question sur des déplacements d'objets, de relations. Donc on voit que c'est assez similaire, et les réseaux traditionnels n'étaient visiblement pas suffisants pour pouvoir répondre à ces questions. Heureusement, il y a une équipe à l'université de Hong Kong qui a fait le même genre d'architecture, mais en poussant encore de manière plus profonde les mécanismes intentionnels. C'est un peu différent quand même, mais bon, grosso modo, il y a des réseaux de neurones profonds à l'intérieur qui vont prédire les états, qui vont transformer les mémoires en se basant à chaque fois en conditionnant par rapport à la question qui nous intéresse. Ensuite, ils transforment aussi la représentation de la question en relation avec chacun des états de la mémoire, et retrouvent une nouvelle représentation de la question en faisant un pooling, par exemple une moyenne, des représentations intermédiaires des autres questions. Et pareil, comme pour le réseau de Facebook, il y a plusieurs étapes de raisonnement. L'architecture elle-même est profonde, donc il y a deux niveaux de profondeur. Et enfin, on essaie de prédire la réponse à partir de l'embedding du dernier pooling de toutes les questions de la dernière étape. Donc ce réseau-là, si on essaie de l'apprendre directement, il a des problèmes, mais il est possible d'arriver à l'entraîner sur ces deux tâches-là en combinant l'objective function du decoding du signal supervisé avec des tâches auxiliaires, comme essayer de reconstruire la question. Donc si on couple la prédiction de la réponse avec la reconstruction de la question originale, on arrive à apprendre ce modèle-là, et on voit que là, ils arrivent à résoudre ce problème avec des réseaux très profonds, avec 3 couches de raisonnement qui combinent des réseaux de 3 couches cachées pour les transformations de mapping de représentation. Par contre, il n'y arrive que sur la version étendue du dataset, qui a 10 000 exemples pour chacune des tâches. Si on n'a qu'un millier d'exemples pour chacune des tâches, il n'arrive pas à généraliser suffisamment. Donc là, on peut se dire que c'est gentil, baby, mais est-ce que ça sert à quelque chose en vrai? Il y a Phil Blomson, enfin, l'équipe de DeepMind, qui sont chez Google, ils ont accès à l'index de Google. Ils ont noté
que certains sites web avaient la bonne idée d'avoir une news traditionnelle, une qualité relativement intéressante, donc qualité linéaire, mail online. Mais en plus du contenu textuel de la news, il y a quelques phrases qui résument les éléments importants de la news. Donc si on extrait ça, on peut dire que le contenu du texte, voilà, c'est le contexte. On peut prendre une des phrases de description, retirer une entité de cette phrase-là et la remplacer par un symbole, et dire que l'entité c'était la réponse. Et donc transformer ce dataset en un jeu de questions-réponses et forcer le réseau à faire du raisonnement sur des données réelles textuelles. Le problème c'est que si on utilise ces données telles quelles, c'est relativement facile de trouver la question juste en se basant sur les entités les plus populaires qui ont tendance à revenir le plus souvent et les associations avec les mots du contexte. Donc comme on veut forcer le réseau à faire du raisonnement, ils ont pris ce dataset et ils ont extrait toutes les entités nommées et ils ont remplacé par des symboles arbitraires, donc entité 193, pour en faire des versions anonymisées où on est obligé de vraiment lire le contenu du texte et pas juste de se dire « ah ça parle de ça et du coup la réponse c'est ça ». Donc cette version anonymisée, elle est beaucoup plus dure. Si vous essayez de répondre aux questions, c'est pas trivial, même dans certains cas c'est impossible parce qu'on perd l'information importante parce qu'on la connaît du background. Et donc ils ont entraîné des modèles avec des mécanismes attentionnels, donc plus simples que le memory network. Et on voit qu'ils arrivent sur ce dataset-là, dans pas mal de cas, à trouver la bonne réponse. Et on peut regarder le mécanisme intentionnel pour savoir quelles sont les parties du texte qui ont permis à répondre à la question. Donc ils ont comparé un modèle attentionnel qui est ici avec un modèle juste de réseau récurrent traditionnel. Et on voit que les modèles récurrents traditionnels est de l'ordre de 50% de bonnes réponses en fonction des datasets. Et c'est pas très loin de modèles traditionnels où on va juste calculer des trucs avec des word vectors, un peu naïf on va dire, ou juste compter les mots les plus fréquents et se dire que c'est celui-là. Donc le mécanisme intentionnel permet vraiment de faire un saut qualitatif au-dessus des baselines. Par contre, on voit que ça ne répond pas à 100%, donc il y a encore du travail. Peut-être que les datasets ne sont pas assez grands, étant donné la richesse du vocabulaire, je ne sais pas exactement. Donc je fais une petite conclusion pour cette partie-là, avant de passer la main à Michael. Je voulais juste dire que Deep Learning en ce moment, il y a des progrès qui sont faits très rapidement, il y a beaucoup d'applications qui sont déjà en production, mais que plus récemment, notamment grâce au mécanisme attentionnel, on voit que le machine learning est en train de partir, enfin de faire seulement juste du pattern recognition, de la reconnaissance de motifs, mais en train de transitionner vers du raisonnement plus haut niveau, et qu'on voit que c'est en train de transitionner vers le problème de l'intelligence artificielle de manière plus générale. Voilà.